Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut mon cher ami. Si jamais j'éternue, c'est les allergies. Là. Écoute, c'est fou. Là, depuis qu'il se met à faire beau et chaud, les bourgeons sortent. Je pensais que tu pleurais tantôt de nos invités. Non, quand même. Ouais, c'est un show qui vient nous chercher, mais pas, non, là, c'est les allergies. Hey, Trep, tu m'as envoyé quelque chose comme jeudi matin concernant Mick Dufort. Finalement, il s'est battu, mais ça a été encore une fois des montagnes russes pour lui. Là. Écoute, il a failli pas se battre, Michael. Ce qui est arrivé, c'est que Benoît Saint-Denis, un Français qui se battait au UFC, a perdu son opposant quelques journées avant le gala. Donc, le UFC a dû procéder à un rappel d'urgence. Et qui a été rappelé? Kyle Prepolek. Qui est Kyle Prepolek? C'était l'adversaire de Michael Dufort en finale chez Samouraï. Et ce qui est drôle là-dedans, puis ce qui est le fun pour Kyle, c'est que lui, il passe du gala Samouraï et même pas au pré-gala UFC. Carte principale du UFC. Alors, wow. Michael se retrouvait sans adversaire et Daniel Lafont de Samouraï a fait tout un travail avec les contacts. On réussit à aller trouver un Brésilien pour venir affronter Michael. Et vous allez vous poser la question, comment ça s'est terminé? Étranglement, premier round. Oui, parce qu'il reste 40 minutes à l'intro. Je pourrais vous le démontrer. Excuse, 40 secondes à l'intro. Je pourrais vous le démontrer. Je le fais pas, mais c'est à peu près le temps que ça a pris. Voilà, étranglement au premier round de la part de Michael. Donc, belle victoire, en espérant que ça lui ouvre les portes parce qu'il y avait des gens du UFC sur place. Là, il faut lui ouvrir les portes. Oui. François, on passe d'un extrême à l'autre cette semaine. C'est le fun parce qu'on va parler de gymnastique en première partie et de vélo en deuxième partie. Oui, Lucie Bourdeau, jeune gymnaste de la région, salutations à sa maman Rosalie, qui était avec nous également, qu'on connaît bien en studio, et Virginie Pelletier, qui est son entraîneur. Elles reviennent tout juste du championnat de l'Est qui se tenait à une très belle ville, Oshawa. Oui, monsieur. Oui, en Ontario, où tu es déjà allé. Alors, les filles sont avec nous, représentent le club Imagim. Et en deuxième partie d'émission, grande pointure au Québec. Oui, monsieur. Dans le monde du vélo, le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Roux, est avec nous en ce mois du vélo, le mois de mai, Alex. Et on le voit partout, lui. Oui. LCN, Radio-Canada, 98.5. Oui, il est pas mal partout. Et l'année passée, et cette année également, Sport Express. Alors, bienvenue à Sport Express. François, les gens, quand ils t'arrêtent dans la rue, Walmart, toi, tu es un gars très populaire dans ce magasin-là, il faut le dire, où quand on te regarde, tu es vraiment un gymnaste. Les gens pensent que François est un grand gymnaste, mais dans les faits, non. Je suis un cycliste. Un culturiste, moi, j'allais dire, mais quand même, ça. Ceci dit, j'aime ta nouvelle coupe de cheveux, c'est beau, François. Merci. Mais je suis content parce qu'on va parler de gymnastique cette semaine, puis souvent, on parle de patinage artistique, on va parler de hockey, on va parler de plein de trucs, mais la gymnastique, on connaît, mais là, on va rentrer dans les détails. Un peu néophyte. Oui, voilà. Oui, parce que moi, les roulades, c'est quand j'ai pris un verre de trop. Toi, t'es un gars de poutre, par contre. Oui. Je suis content que tu aies mis un R à ton affaire. Ceci dit, notre gymnaste invitée cette semaine est Lucie Bourdeau. Salut. Salut. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et l'entraîneur chez Imagim, Virginie Pelletier. Salut. Bonjour, Virginie. Enchantée. Virginie, je suis à toi dans 30 secondes, mais tu vas Parfait. comprendre. On va commencer avec notre gymnaste. Maman Rosalie est assise derrière et tout ça. Je veux savoir, pour toi, la gymnastique, c'est une passion depuis que tu es tout jeune? Oui. Bien, à vrai dire, j'ai commencé dans un camp pour essayer un peu. Puis après, Imagim m'a demandé pour faire des auditions pour passer après au récréatif compétitif. Après, j'ai passé les auditions et après, je me suis retrouvée à faire de la gym pour de vrai. Virginie, tu as la chance d'entraîner Lucie. Parle-nous un peu de Lucie en tant qu'athlète. Lucie, c'est une gymnaste très persévérante, vraiment. Très courageuse aussi. Ça l'aide beaucoup, ça, dans tout ce qui est les nouveaux mouvements et tout ça. Elle est fonceuse, elle y va. Un travail impeccable, je pourrais dire, à l'entraînement, là, vraiment la gymnaste de rêve. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça prend pour être une bonne gymnaste. Bien, je pense la première chose, la rigueur, persévérance, du courage, beaucoup. On s'entend, là, la gymnastique, au final, oui, ça fait beaucoup de... Il y a beaucoup de peur, là, qui se crée. T'es seul avec toi-même aussi. De un, puis c'est un peu comme on reçoit des boxeurs également ici, puis l'autre, il dit ça fait pas mal quand tu manges un coup sur le menton. Puis à la limite, ça se peut, parce qu'avec l'adrénaline et tout ça, mais moi, je serais pas un bon boxeur, en sparring peut-être, mais dans le sens que j'aurais peur justement de manger le fameux coup sur la gueule, disons ça de même. En gymnastique,
Tu sais qu'à un moment ou un autre, il y a peut-être une cheville qui va virer, il y a peut-être un poignet qui va... Donc, comment on fait pour chasser cette peur-là? Parce que ça doit tout le temps être ancré dans le... Ah, bien, je pense que oui, chez les gymnastes, ça l'est toujours. Après ça, on travaille. Puis là, on essaie de se dire, c'est quoi qui pourrait arriver? Tu sais, mettons, c'est vrai qu'on fait ça, oui. On se dit, tu sais, souvent, ils ont peur. Puis là, ça va être avec l'entraîneur qu'on va avoir des discussions, entraîneur-athlète. Puis on se dit vraiment, OK, c'est ça qui pourrait arriver, puis on essaie de passer par-dessus. Ça prend beaucoup de... Il y a des gymnastes que ça prend extrêmement de temps. Ce que Lucie a, quand je dis le courage, ça va bien de ce côté-là. Là, elle est capable. Elle a peur. Je pense que oui, tu as peur des fois. C'est normal. Oui, c'est très normal. Mais elle est capable de vraiment passer par-dessus. Lucie, je te relance la question que j'ai posée à Virginie. Parle-nous de Virginie en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, Virginie? Ah, j'aime ton sourire. Bien, je dirais que... Comment dire? Elle nous apporte tout ce qu'il nous faudrait pour devenir encore meilleur qu'on l'était, genre, hier. C'est beau, ça. Et vraiment, genre, elle nous encourage tout le temps, elle nous dit des bonnes corrections. Elle l'a toujours pour nous. Elle va pas trop vite, elle va suivre notre rythme à nous. Parce qu'avec notre groupe, on n'a pas tout genre le même rythme d'avance. C'est tellement bon ce que tu dis, notre rythme à nous, parce que dans le fond, tout à fait. c'est la coach, mais c'est toi qui exécutes aussi. Oui. Hein, ou c'est vous qui exécutez en théorie. Ouais. Et puis, il y a des coachs qui prennent pas ça en compte et qu'ils vont toutes nous faire avancer au même rythme, mais il y a des personnes qui sont pas prêtes à avancer à ce rythme-là. Puis elle, vraiment, elle s'adapte à nous, puis elle nous aide vraiment, genre, chacune gymnaste à la fois. Virginie, j'imagine que tu es une gymnaste depuis longtemps, toi aussi. Tu es rendu entraîneur. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu transmettre ta passion? Parce que c'est pas tout le monde qui pratique un sport qui décide de vouloir l'enseigner par la suite. T'es peut-être pas un bon pédagogue non plus. C'est ça, c'est pas tout le monde qui a ce talent-là non plus. Tu sais, je regarde ma copine, elle est plongeuse, mais elle n'aurait pas envie d'enseigner le plongeon parce que, elle dit, on dirait, je suis pas certaine que mon message passerait. Qu'est-ce qui fait que toi, ton message semble très bien passer? Bien, premièrement, moi, j'ai arrêté la gymnastique à cause de beaucoup de blocages, là, justement, la peur et tout ça. Ouais. Mais j'avais pas envie de quitter là, la gymnastique. Puis quand même, j'ai arrêté quand même assez jeune, à 14 ans. Fait que j'ai tout de suite changé vite comme monitrice. Puis là, j'ai commencé, puis j'adore les enfants. J'ai fait une technique d'éducation à l'enfance, après de l'adaptation scolaire, pour finalement choisir de rester comme entraîneur à la gymnastique. Fait que côté... tout ce qui est éducation et tout ça, je reste un peu là-dedans. Puis en même temps, ben là, j'ai la passion. J'ai la passion de mon sport que je suis capable de continuer à donner. Puis je suis très contente et très satisfaite de ta réponse. Ça veut dire que quand même, je réussis à faire que chaque gymnaste, au final, est très unique. Ouais. Fait que, puis aussi, ben, c'est tout le lien avec elle là, que j'adore puis qu'on continue. Puis on s'entend, là, on a Lucie avec nous aujourd'hui, mais Imagine, c'est gros. Oui. Et là, puis je trouvais ça tellement intéressant ce que tu as dit, Lucie, puis c'est pour ça que je vais continuer à faire du chemin là-dessus, Virginie, parce que d'être à l'écoute des autres. Donc aujourd'hui, tu peux travailler avec Lucie, tu as compris un peu comment elle va. Ça se peut que ce soit réveillée du pied gauche, là, on s'entend, c'est peut-être pas sa journée, puis on va la laisser un petit peu plus tranquille, mais pendant ce temps-là, il y en a d'autres. Puis le lendemain, c'est le contraire. C'est les autres avec qui tu as travaillé, c'est plus difficile. Avec Lucie, ça va mieux. Donc à chaque jour, c'est de l'inconnu, en fait. Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine. Mais ça, c'est l'expérience qui t'a amené à bien saisir parce que, comme tu disais, pour toi, c'était évident. Pour eux autres, non, ils ont mal. C'est de connaître leur corps, connaître comment ils filent aujourd'hui. C'est l'expérience, j'imagine, qui fait que tu es capable d'être rendu là. Oui, je pense que oui, l'expérience. Aussi, j'ai la chance d'avoir ce groupe-là depuis 2-3 ans. Ouais, c'est la 3e année. On s'entend qu'on passe quand même 20 heures par semaine ensemble. Là. On apprend à se connaître, j'apprends à bien les connaître. Puis dès qu'ils rouvrent la porte, tu es capable de savoir si c'est ça. Puis tu sais, je prends le temps là, à chaque jour d'aller leur dire bonjour puis de leur demander comment ça va avant qu'on fasse notre fameux line-up là, qu'on dit. Là. Fait que je prends le temps d'aller avec elles. Je ne sais pas si c'est l'expérience ou plus être humaine derrière ça, mais vraiment, ouais. Vous revenez tout juste du championnat de l'Est qui était à Oshawa, Ah, quelle en belle ville Ontario. ontarienne! J'aime ton sarcasme. Premièrement, comment ça a été? Et deuxièmement, comment on se qualifie pour aller dans une compétition comme ça? Comment ça a été? Je vais poser la question à toi. Ben, honnêtement, je pensais que ça allait être plus, plus stressant. Mais en fait, quand tu es là-bas sur place,
c'est moins gros que ce que tu... Ben, c'est Tellement gros, content que tu dises ça. c'est gros, mais moins que j'aurais imaginé. C'est un peu comme le plateau de télé présentement. Tu pensais que c'était pour être. Ouais, mais- Tu vois comment ça va bien jusqu'à maintenant? Je vais emmener Virginie là-dessus. Moi, à un moment donné, ma fille est dans le hockey élite, pas dans la gymnastique, parce que je te dirais que, bon, les muscles ne suivraient pas, mais... Et souvent, quand je parle à des filles qui ont joué NCAA, depuis Dieu sait qu'il y en a dans la gymnastique, peut-être qu'elle aspirait à aller dans une école, dans une université américaine, mais ceci dit, c'est que souvent, on dit, ça, c'est votre problème, les Québécois. Quand on va jouer contre des équipes ontariennes ou des équipes du Nouveau-Brunswick ou de Vancouver, vous avez peur. Mais attendez une minute, là. Vous êtes bonne quand vous traversez de l'autre côté. Ouais. Donc, en bas âge, de savoir comme ça que, mais là, en Ontario, ça va être gros. Mais non, au Québec, on s'en tire pas si mal. Non, on s'en tire bien, oui, vraiment. On a fini deuxième. Oui. Ce qui est très bon. Oui, oui. Exactement. Finalement, les Ontariennes, ils ont fini première. Oui, mais tu t'es quand même comparé oui, avec oui. eux autres, puis avec fait. les autres aussi. Oui. Non, je pense que vraiment, On se rend compte est qu'on n'a rien très à envier, bien. là. Non, on est très bien de notre côté. Pour parler de tout ce qui est comment on se qualifie pour là, comment ça fonctionne, c'est nous, on part en délégation pour le championnat de l'Est. Donc, il y a 6 gymnastes de chaque catégorie qui se qualifient. Okay. Puis les 2 premières gymnastes, bien, ils ont le droit à leur entraîneur. Fait que Lucie, oui, au final, moi, j'y allais avec elle, vu qu'elle était la deuxième. Fait que c'est sûr que je pense que ça l'aide aussi. Il y avait quand même 4 autres gymnastes qui n'avaient pas leur entraîneur, que là, c'était à nous, les 2 entraîneurs qui étaient sur le plateau, à gérer un peu tout ça. Peut-être que pour elle, c'était peut-être un petit peu plus difficile de ce côté-là, mais sinon, c'était une super belle expérience. Ça l'a aussi permis vraiment à se connaître entre clubs, parce qu'au final, au Québec, on se parle, mais on se parle pas tant que ça entre clubs. Les gymnastes, ils se voient en compétition et c'est tout. Là, je pense que tu as eu des belles des amitiés Nouvelles qui se sont créées. C'est le fun, ça. Oui, vraiment très intéressant. Tu avais une question? Non, vas-y. OK, parfait. Je veux savoir, Imagine, je sais que ça va très, très bien. Là. Ça fait longtemps que ça roule et tout ça. Puis, parle-moi un peu. Là, Louis, je veux pas que tu me chicanes parce qu'à chaque fois que je nomme son nom, tu dis, c'est Simone, c'est correct, Louis? OK, parfait. Simone Biles ou Livia Dunn ou des choses comme ça. Tu sais, des filles qui sont très... Bien, Livia est très active sur les réseaux sociaux. Elle a un chum qui joue dans le baseball majeur. Moi, c'est plus M. Skeen que je suis que elle. Mais ceci dit, de voir des résultats comme Simone, puis qui parle de ses blessures, puis on se rend compte que la fille a plein de médailles, mais qu'elle a le même cheminement que Lucie, puis elle a les mêmes problèmes que Lucie. Est-ce que les jeunes filles aujourd'hui, est-ce que tu vois un engouement depuis quelques années, depuis que ces filles-là puis qu'on a donné plus de place à la gymnastique aussi? C'est une bonne question. Est-ce qu'on a C'est toujours des bonnes questions à se poser. Oui, non. Est-ce qu'on a vu un changement? Je pense que les filles voient que c'est... Il y a aussi quelque chose, je trouve, qui a beaucoup changé, le fait qu'on voit des gymnastes aux Olympiques et tout ça qui sont plus vieilles. Ouais. Ça, je pense que c'est le fun pour les filles de voir que ma carrière se finit pas à 20 ans. Là. Je peux Ce qu'on aurait continuer. tendance à penser, honnêtement. Oui, exactement. Surtout que la gymnastique, effectivement, ils commencent très jeunes. Je ne sais pas, toi, Lucie, tu as commencé à quel âge, mais moi, j'ai commencé à 3 ans. Puis, bon, on les entraîne et tout. Fait que, au niveau des blessures, bien, on se dit, rendu à 20 ans, jusqu'à 30 ans, t'en as plus. Aujourd'hui, je pense on fait en sorte que le sport soit plus sécuritaire aussi de ce côté-là. Fait que, oui, ça donne la chance. On s'entend, il y a de la gymnastique plus récréative et de compétition. Qu'est-ce que ça prend? Tu sais, Lucie est compétitive. T'en vois beaucoup d'athlètes, là. Qu'est-ce qui fait qu'une Lucie de ce monde, vous allez peut-être essayer de la pousser un peu plus? Ça paraît tout de suite qu'elle a un talent naturel, là? C'est sûr qu'on le voit, le talent, ça, puis on le voit très jeune, là, tout ce qui est la coordination et tout ça. On y va beaucoup avec tout ce qui est le côté mental, par exemple. Toute la psychologie, ça change vraiment une athlète. Fait qu'on va y aller, on va peut-être plus aller pousser les gymnastes qui ont déjà un mental, je ne veux pas dire plus fort, là, mais qui ont la persévérance, justement, la rigueur. Puis tout ça, on sait que c'est plus facile de travailler avec une gymnaste qui a toutes ces qualités-là qu'une gymnaste qui a du talent. Ouais. Puis elle a également la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Les parents sont de bons athlètes, donc ça paraît chez Lucie également. Lucie, je la regarde, elle parle et elle agit pareil comme Rosalie, mais ça, c'est correct. Oui, c'est bon. J'ai failli l'appeler Rosalie. Oui, c'est vrai, il faut vérifier sur... Parle-moi un peu, pas du rôle des parents, je ne veux pas embarquer là-dedans, je ne veux pas que tu te fasses lancer des tomates en arrivant là-bas, mais en fin de semaine. Mais c'est quoi le conseil que tu pourrais donner? Parce que d'abord, on est un peu néophyte, on s'entend, c'est pas un sport national. Puis souvent, les gens vont penser que leur fille ou leur garçon, parce qu'ils font des roulades dans le cours à 3 ans et demi, est bonne, puis elle est capable de se tenir au mur pendant 5 minutes. Beau jeu.
Exactement. Puis moi, pour l'avoir vu un peu dans des camps de jour, dans le cheerleading, tout ça, avec mes propres filles, je me suis dit, boy, si je pensais que le patinage artistique et le hockey, c'était un clubhouse, la gymnastique, c'est quelque chose aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents? Parce que il y a beaucoup... Les athlètes se mettent énormément de pression, mais j'ai l'impression qu'ils en ont beaucoup à la maison aussi. Oui. Je pense pas que, Lucie, toi, en tout cas, je le ressens pas là, de ton côté, qu'il y a une pression de tes parents. Mais oui, il y en a vraiment de ça. Puis je pense que là, notre rôle d'entraîneur, c'est vraiment d'aller parler aux parents puis de leur demander justement, sans dire baisser les attentes, c'est vraiment pas ça, mais baisser la pression qu'il y a à la maison, puis de laisser le rôle de l'entraîneur vraiment. Puis autant en compétition, tu sais, souvent, moi, je vais demander au gymnase de ne pas aller voir leurs parents parce qu'ils sortent complètement de leur compétition et tout ça. Fait que je les ramène toujours, puis je pense que ça, c'est important, nous, en tant qu'entraîneur, vraiment de le faire. Il y a toujours des rencontres de parents aussi qui se font. Fait que c'est vraiment à ce moment-là qu'on est capable de... On passe les messages. Exactement. Puis qu'on regarde le plan de match jusqu'à la fin de l'année. Puis c'est quoi nos attentes, nous, en tant qu'entraîneurs. Puis on le fait avec nos athlètes. Puis après ça, bien, on monte le plan de match aux parents. Vraiment. Je vais continuer à surfer sur le plan de match. Dans le fond, vous autres, admettons, je dis n'importe quoi, là, on va y aller de septembre à juin. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. On s'en fout, t'es où le 2 septembre? L'important, c'est de savoir t'es où le 24 juin. C'est ça un peu aussi que t'expliques aux parents? Oui, exact. Dans l'année, là, c'est quoi nos compétitions? C'est quoi... c'est à quel moment qu'on va faire des nouveaux mouvements? C'est à quel moment où ça va peut-être être plus difficile aussi? Parce que ça, les parents doivent le savoir. Parce que les enfants, au final, des fois, c'est très difficile. Là. Fait que ça se peut que, sans dire qu'ils n'aiment plus la gymnastique, mais la gymnastique, des fois, est plus loin. L'amour est un petit peu plus loin. Fait que c'est bien, je pense, de le dire avec les parents puis de mettre toutes les cartes sur la table au début. Lucie, je veux que tu nous expliques comment ça fonctionne une semaine pour toi. C'est combien d'heures d'entraînement? Comment tu fais vraiment pour allier les études et l'entraînement, être sûr que tu fais tes devoirs? J'imagine que, outre la gymnastique et l'école, il n'y a pas beaucoup de loisirs. Ton loisir, c'est vraiment la gymnastique. À quoi ça ressemble une semaine pour toi? Moi, je suis en sport-études. Donc, je fais l'école de environ 9 heures jusqu'à 1 heure. OK. Après, je mange à l'école et après, de l'école à la gymnastique, c'est un autobus qui vient nous chercher. Et ça, c'est à tous les jours? Oui. OK. Mais à part la fin de semaine. Oui, une chance. Tu fais bien de le dire à François. Et après, je vais m'entraîner à la gym de 2 heures à 6 heures. Et après, je vais rentrer chez moi. Puis si j'ai des devoirs, parce qu'on n'en a pas tous les jours, ben, je vais les faire à ce moment-là. Puis après, je vais me coucher, puis ça recommence. Hey boy. On prendra plus de temps après, justement, à quel point le repos, c'est important aussi. Tu sais, sport-études, à un moment donné, trop, c'est comme passer en gymnastique, c'est un peu ça aussi, de reposer le corps. Tu sais, la fin de semaine, des fois, de faire d'autres choses, d'aller au chalet, c'est correct? Là, oui, ben oui. Puis aussi, c'est sûr que là, des fois, quand il y a des pédagogiques, on dit entraînement, mais ça nous arrive aussi que dès qu'on voit que le groupe est fatigué, bien, on se dit, OK, aujourd'hui, pédagogie, il va y avoir une pédagogique cette semaine. Prenez congé. On s'adapte vraiment de ce côté-là. Là. Puis l'été aussi, ils prennent des congés pendant l'été. On essaie de quand même leur demander une certaine semaine parce qu'au final... S'ennuyer de son sport aussi, c'est important. Là. Oui, puis reposer son corps. Ça aussi, on pense que c'est important, oui. En terminant, la collaboration avec le sport-études, justement, parce que chez Imagine, tu sais, toi, tu l'as dit tantôt, là, de septembre à juin, c'est bien correct. Tu sais où tu t'en vas avec elle. En sport-études, ils ne rentrent pas nécessairement dans peut-être aussi profond que tu le fais avec tes étudiants athlètes, mais... Est-ce que tu as une belle collaboration, eux autres? Est-ce que vous devez vous parler, dire, OK, elle s'en va en compétition à Oshawa, peut-être cette semaine, pratiquer ça, ou peut-être pas faire ça pour risque de blessure? Est-ce que vous vous parlez ou c'est complètement indépendant? On a une coordonnatrice là, qui le fait, le travail avec l'école et tout ça. C'est sûr qu'on demande aux athlètes de le dire aussi, on demande aux parents qu'eux, ils fassent leur bout de chemin puis d'envoyer un courriel. Mais si jamais il y avait quelque chose, oui, on est capable de parler avec les écoles et tout ça. Oui, on le fait, ouais. Lucie, dernière question. Ton plus grand rêve? Honnêtement, mon projet, c'est pas vraiment d'aller aux Olympiques, mais de continuer à avoir la passion et de pas arrêter avant. Puis que même après le secondaire 5, si je peux, de continuer un peu quand même. Et, par exemple, tu as arrêté à 14 ans, on va terminer là-dessus. J'ai toujours dit, je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets. Est-ce que c'est un peu ça aussi que tu peux leur dire en voulant dire, peut-être que tu as envie de lâcher, mais attends un peu? Oui, je pense que oui. Parce que toi, tu as trouvé ta passion dans le coaching, mais c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde Non, après c'est ça. qui vont changer vers ça. Mais oui, l'amour du sport, l'amour de la gymnastique, je pense que
En tout cas, ça serait le fun qu'eux, ils le gardent plus longtemps. Puis souvent, ça finit avec le secondaire, puis c'est plate au final. T'sais. Et ça peut se faire avec le cégep aussi. Il y a des ententes là, avec le cégep qui peuvent faire du sport-études. Faites un beau duo. Lâchez-vous pas. Non. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Oui. Ça paraît. Ouais. Ça paraît. Puis on voit le respect mutuel, les deux ensemble. C'est beau à voir. Bravo. Merci. Oui, Lucie, c'est une belle découverte. Et puis, bonne continuité, bon été également, parce que ça s'en vient, à la fin de l'année scolaire, qui passe un bel été. Puis, quand tu veux repasser... Ça, je m'en dis, j'ai l'impression qu'on va la revoir sur le plateau aussi. Pourquoi pas, pourquoi pas. Puis Virginie, merci de inculquer ta passion Bravo. avec les jeunes, parce que là, on a vu Lucie aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres. Oui, Alors, et les gens qui voudraient s'inscrire, mettons, pour une session estivale ou l'an prochain, Imagine, le site Internet? Oui, c'est Imagine, le site Internet, oui, exactement. Puis Google on a des Imagine, camps de et puis, jour, oui. Il y a des camps de jour aussi? Oui, il y a des camps de jour pour Parfait. découvrir la gymnastique. Est-ce que tu as un nom d'animatrice là-bas? Non, j'ai plus de nom. Ou non, c'est terminé, ça? Non, exactement. J'avais Grenouille. Pissenlit, mais là, Pissenlit, c'est fini. OK. Merci, Pissenlit. Merci. Très bon. On s'arrête le temps d'une courte pause. On parle de vélo au retour, François? Absolument. PDG de Vélo Québec, Jean-François Roux, qui est avec nous pour parler vélo. C'est mai et le mois du vélo, Alex. Oui, monsieur. Je sais que tu as Puis, pédalé beaucoup ce mois-ci, donc... Tu as raison. Ouais. Ne manquez pas ça. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. On va parler vélo. Oui. Après parler de gymnastique, on l'avait reçu l'an dernier, puis c'est content. Tu sais, on fait ce show-là pour nos invités, François. Ouais. Il nous a dit, alors donc, que c'est un... Tu sais, il est partout, on va se le dire. Et c'est quand même une entrevue qui a rayonné. Qui s'est que fait les beaucoup gens, parler. Exactement. Les gens du réseau ont écouté. Salutations aux gens du réseau. Oui, voilà. Il est président-directeur général de Vélo Québec. Jean-François Roux est avec nous. Salut, JF. Merci Salut les d'avoir gars, accepté ça fait l'invitation. vraiment plaisir d'être là, Merci très d'être là. content. L'an dernier, effectivement, on m'a parlé de votre thème musical qui émet des opinions, mais aussi de la qualité des questions puis la qualité du contenu, donc vraiment content d'être là. J'aime mieux que tu nous parles de la qualité des questions et du contenu que le thème musical. Vraiment. Et là, je vais essayer de... C'est pour ça, des fois, je vais mettre mes lunettes, les enlever et tout ça. Absolument, on n'a pas de questions, mais là, Jean-François est arrivé avec des trucs super importants. On va essayer de faire le tour. Mais je veux quand même qu'on commence. On est Non, au je vais mois- commencer avec quelque chose. Parce que la dernière fois, on a dit que c'était la grosse gomme. Ah, vas-y. Alexandre, Ah oui, avec quand nous, même. ça en était parlé. Mais c'est là que tu vois que c'est un gars de vélo. Il est arrivé ici en communauto. Je suis arrivé en Toi, tu communauté. veux gagner des points auprès des membres de ton réseau. Tu arrives en communauto, c'est sharp, là. Ben, en fait, tu sais quoi? C'est juste parce que pour moi, c'est plus simple. Parfois, je choisis le vélo, parfois, je choisis le transport en commun. Puis là, en fait, ben, la communauté, tu sais, je l'ai pris, elle était à 500 mètres de chez moi. Cela dit, la communauté ne m'a pas permis d'éviter les bouchons sur l'autoroute 10, mais ça, c'est une autre histoire. Les Mais bouchons c'était- étant en Montérégie. Exact. Si Exact. t'étais venu en REM, t'aurais peut-être été obligé de nager puis t'en retourner. Ça, c'est une autre histoire. Fait qu'avec ton communauto, tu vas te rendre à bon C'est port. clair. JF, on est à la mi-mai. Mai est le mois du vélo. Ouais. Comment se passe le mois de mai jusqu'à maintenant? Est-ce que les gens répondent à l'appel? Tu sais, quand on parle de... On veut que les gens pédalent, on veut que la saison commence. Comment se passe le début de saison? Ouais. Ben, il y a de plus en plus de gens qui font du vélo toute l'année. Ouais. Mais cela étant dit, le mois de mai, c'est quand même le mois de réveil du vélo. Puis nous, on organise le grand défi du mois du vélo. Les gens peuvent participer, que ce soit dans leur organisation, dans leur communauté ou de façon individuelle. Puis ce défi-là, ben, l'idée, c'est dans le plaisir d'enregistrer des kilomètres, puis les gens peuvent gagner des prix. Puis on se rend compte, en fait, là, que c'est possibilité de créer des communautés et de créer une dynamique positive. Il y a un groupe cette année, Montérégie, qui est en deuxième place, en fait. C'est ça. La avec communauté plus- Puis montérégienne. on peut Ouais. voter pour qu'elle devienne en première place. Ben, en fait, c'est pas pour voter, il faut Ouais. enregistrer des Enregistrer, kilomètres. ouais, exact. Donc, toi, tu pourras aller faire des kilomètres de vélo puis aider la Montérégie à bien se Log-nous placer. ça, Alex, là. Ouais, c'est vrai. Donc, participez dès maintenant. Là, je vais mettre mes lunettes. Oui, vas-y. Ouais. Écoute, Alors, participez dès maintenant au défi du mois du vélo proposé par Vélo Québec et célébrez le retour de la belle saison. Téléchargez, là, c'est là qui est super important. On va le mettre, Mathieu, on va mettre ça en bas ici, là. L'application Géovélo en un seul mot, G-E-O-V-E-L-O, et rejoignez la communauté Montérégie, cumulez vos kilomètres et contribuez à faire de notre région la numéro 1 des déplacements à vélo. Plus de détails sur le site de Tourisme Montérégie. Je sais, JF, tu es quand même DG de Vélo Québec, alors tu ne peux pas dire que tu aimerais que la Montérégie soit numéro 1, mais toi et moi, On peut le aimerait dire. ça. Ouais. Ouais. Ben, en fait, moi, je suis né à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben oui, ben je sais. Fait que je pense que je peux le dire que ouais. j'aimerais ça que la Montérégie soit numéro 1. Puis c'est pas par hasard que la Montérégie se développe. Quand on pense à tout le travail que Tourisme Montérégie fait, Tourisme Montérégie fait la promotion du mois du vélo, le développement de réseaux cyclables, il y a plein de trucs. Donc c'est pas un hasard là, si la Montérégie figure aussi bien.
tant qu'à t'avoir. Ouais. Je veux pas lancer personne en dessous de l'autobus, mais je prends souvent des marches. Tu as raison, faudrait que je m'achète un bon vélo pour en faire un petit peu plus. Je prends des marches souvent avec ma conjointe et des chiens, le soir, enfin. Ouais. Et je sais qu'à Montréal, quand la neige fond, c'est là qu'on voit un peu les débris qui ont été laissés un petit peu partout. Mais même moi qui est en banlieue de Montréal, je trouve que des fois, les rues, c'est long avant que ça soit déblayé. Là, je sais qu'on s'en va en élection. Pas mal tout le monde au Québec vont aller voter à l'automne là, pour un nouveau maire, nouvelle mairesse. Mais ceci dit, c'est juste que je trouve ça dangereux en ce moment. Ce serait bon d'avoir une meilleure collaboration, de mieux, parce que la petite gravelle, la petite roche qu'on met en hiver, quand tu arrives à un coin de rue, je pense à mes filles de 14 et de 16 ans, je trouve ça dangereux. Les nids de poules aussi. Les nids de poules, ça serait le fun que, ou du moins, juste que les pistes cyclables soient un peu mieux dégagées à ce temps-ci. Ouais. Bien, en fait, tu sais, la petite gravelle, on l'aime parce qu'elle nous empêche de glisser en hiver. Oui. Mais c'est clair qu'au mois d'avril, mai, elle nous dérange un peu plus. Fait que là, ben, dans le fond, les villes se doivent de mettre en place des politiques pour nettoyer. Là, ben, je trouve qu'il y a quand même des efforts qui se font, mais ça pourrait être mieux. Là. Je pense qu'il y a des endroits, par exemple, les accotements asphaltés qui sont sous la responsabilité du ministère des Transports, qui ne sont pas toujours nettoyés en début de saison. Mais cette compréhension-là de l'entretien, j'ai envie de dire, on peut la développer en accompagnant les organisations avec des bonnes pratiques. Chez Vélo-Québec, on a l'Académie Vélo Sympathique. L'idée, c'est d'aider les organisations à faire les bonnes choses pour rendre la pratique du vélo facile. Puis ça, c'est une des choses, l'entretien, qui est importante à mettre en avant. Jean-François, je veux que tu nous parles de l'organisation Vélo-Québec, parce que oui, tout le monde a entendu parler de Vélo-Québec, mais c'est quoi votre mission? Quelle est la mission de Vélo-Québec? Ouais. La mission de Vélo-Québec, c'est simple, c'est développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. Fait que là, vous allez me dire, c'est quoi la culture vélo? Mais la culture vélo, c'est ce qui rend le vélo simple, facile, normal, que ce soit pour se déplacer, pour un loisir ou pour un voyage. Puis là, ben, dans le fond, pour la culture vélo, on a les 5 E. L'éducation, les environnements favorables, les aménagements, et aussi l'évaluation, la planification, puis la notion d'équité. En fait, l'équité, ça veut dire que lorsqu'on développe tous ces différents éléments-là, bien, d'être capable de le faire pour toucher le plus grand nombre de personnes possible. Puis, tu sais, l'objectif, là, c'est un peu théorique ce que j'ai dit, mais l'objectif, c'est que le vélo puisse être une solution pour le plus de monde possible. On faisait des blagues, là, je suis venu en voiture, j'aurais pas pu venir en vélo parce que c'est trop loin. Donc, en fait, le vélo, c'est pas bien ou mal, ou la voiture, c'est pas bien ou mal, mais c'est plus que, tu sais, au Québec, là, c'est 39 % des gens qui habitent à moins de 5 km de leur travail. En fait, s'il y avait plus d'aménagement, il y a plus de gens qui pourraient se rendre à leur travail. On est surpris, c'est vrai. Si je fais du chemin à vélo avec ce que tu dis merci. là, c'est marqué ici que 7 km à vélo chaque jour. On s'entend que l'hiver, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais ceci dit, mettons ça à 14 km par jour l'été. Hein? Mais 7 km à vélo par jour égale 1 an de vie en plus. Pour faire, moi, pour vrai, à peu près 4 km par soir. Là. Je pars avec les chiens, c'est à peu près 4,25. Ça me prend 1 heure. On s'entend que 7 km à vélo, ça me prendrait 15-20 minutes. C'est pas long, là. Oui. En fait, cette année, dans le défi du mois du vélo, on a choisi de mettre les éléments de santé en avant. Puis effectivement, c'est relativement facile d'intégrer le vélo dans sa vie, que ce soit pour aller au travail ou le soir ou la fin de semaine. Puis ce qu'on montre aux gens, c'est que 7 km de vélo, ça s'intègre facilement. Bien, ça peut avoir un impact d'une année de vie de plus. Puis, on parle souvent là, des apports recommandés, des apports en vitamines recommandés sur des trucs. Mais en fait, dans les apports en exercice physique, en activité physique, bien, le vélo est presque magique dans l'idée de s'intégrer à ça. Une autre chose qui est très intéressante, c'est que la pratique du vélo régulière diminue jusqu'à 40 % les risques de maladies chroniques. On sait, là, on a une crise de santé publique. Au Québec, on a une explosion des coûts en santé, 60 milliards. Il me semble que le vélo peut venir jouer un rôle. Si on compare un peu à l'année passée, je ne sais pas si tu as des chiffres, mais au niveau du mois du vélo, est-ce qu'on sent un engouement un peu plus élevé cette année? Oui, on a plus d'organisations qui participent. Là, je pense qu'on est à 230. En Montérégie, en date du 12 mai, c'est 22 000 km qui ont été pédalés. Donc, en fait, il y a vraiment puis des groupes de tous horizons, là, des groupes de travail, des villes, des municipalités, des régions. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Le mois du vélo a aussi été repris par plein d'organisations. Puis ça, on est très, très contents de ça cette année. Tu sais, puis c'est peut-être aussi de ne pas enlever
le vélo de ses habitudes de vie, parce qu'on s'entend, notre premier moyen de transport a été le vélo. Quand on est jeune, dans le fond, pour aller chez nos amis, puis à un moment donné, tu viens qu'à avoir ton permis de conduire, tu viens qu'à conduire. Puis comme moi, honnêtement, je pourrais prendre, au lieu de prendre mon petit scooter pour aller à la SAC, je pourrais prendre le vélo, en fait, parce que ça ferait mon 7 km, ça me prendrait quoi, peut-être 20 minutes de plus, quand tu y penses. Donc, ça serait peut-être justement de le ramener dans le quotidien, mais il ne faut pas oublier que le vélo a été notre premier moyen de transport. Bien, tu sais, si tu disais ça, hein, adolescent, pour moi, le vélo, c'était la liberté de pouvoir aller à l'école plus vite, pouvoir aller chez mes amis, même pouvoir aller travailler au départ. Donc, cette notion de liberté-là, elle reste dans la possibilité de se déplacer. Puis pour plusieurs personnes, le vélo, c'est la liberté. Puis ensuite, d'un point de vue économique, lorsqu'on se déplace à vélo, bien, on sauve beaucoup d'argent. Puis si on est capable d'aider les familles à se passer de la deuxième voiture, bien là, on sait que c'est 10 12 000 par année, une voiture. Donc en fait, puis là, l'idée, c'est pas de le faire dans la douleur, là, puis la souffrance. Là, et c'est là où le vélo à assistance électrique vient aider. Tu sais, là, tu parlais d'aller à la SAQ, peut-être que tu ramènes une cargaison. En fait, c'est Ça rentre dans le sac à dos. Ma blonde te dirait qu'elle aimerait ça que j'achète ça à la caisse de dos. Moi, j'aime ça y aller à chaque week-end. Ça rentre dans le sac à dos. Non, mais c'est parfait. Et donc, tu peux facilement le mettre en vélo. Si tu es en vélo à assistance électrique, tu vas te rendre compte que c'est pas beaucoup plus difficile. Puis là, tu vas me dire, en vélo à assistance électrique, on n'a pas les mêmes bénéfices en santé. Bien, la réponse est non, dans le sens que le vélo à assistance électrique amène les mêmes bénéfices en santé parce que les gens en font plus souvent puis plus longtemps, en fait. Ils vont faire des trajets plus longs, ils vont faire des trajets plus fréquents. Fait que le vélo à assistance électrique, c'est aussi un outil presque magique qu'on peut intégrer dans sa mobilité puis dans sa santé. Est-ce qu'on a vu une baisse ou une hausse, peu importe? On voit beaucoup présentement de trottinettes électriques qui ont pris qui ont pris le plancher, si on veut. On en voit de plus en plus. Moi, j'en connais qui se promenaient à vélo, qui maintenant se promènent en trottinette électrique. Est-ce qu'on voit une différence? On voit des trottinettes. Là, de plus en plus? De plus en plus, je ne sais pas, mais on en voit. Il y a 1 an et demi, presque 2 ans même, le gouvernement a encadré en disant les trottinettes qu'on veut voir sur le réseau routier, elles ont un certain wattage, une certaine vitesse je t'avais vu au téléjournal, je pense, par rapport à ça. Mais en fait, et donc ça, c'est intéressant. Mais ce qu'on se rend compte avec la trottinette, c'est que la position fait que si on tombe, on va plus se blesser, on va davantage se blesser. On n'a pas de chiffres au Québec, mais des chiffres aux États-Unis montrent que les blessures sont plus importantes pour la trottinette. La vitesse est élevée. C'est un outil qui existe. C'est pas un outil, nous, je disais tout le temps, il y a pas je sépare pas les bons et les méchants. Il n'y a pas de dénigrement. En fait, mais pour la trottinette, les bénéfices en santé sont pas si grands parce qu'on n'est pas actif. Puis en fait, il y a plus de risques de blessures. Mais on parlait de la gravelle tantôt. Une trottinette électrique à gravelle, je ne veux pas faire de personne, mais c'est pas très stable. Non, mais c'est moins stable, en fait. Il y a des plus grosses roues maintenant. Là, je veux pas partir de guerre avec les propriétaires de trottinettes, mais c'est vrai que c'est moins stable. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est de l'électrique. Et tu sais, je suis rendu à la voiture électrique maintenant. Je ne suis pas en communauto, mais je suis en voiture électrique. Et dès que tu pèses, ça part. Alors, les jeunes, des fois, sur une trottinette, wow, ça va tomber vite sur le départ. Un vélo électrique, même chose. Dès que tu vas mettre de l'électricité, il n'y a comme pas de gap, ça part immédiatement. Les gens, des fois, vont plus vite, contrôlent un petit peu moins vite. Salutations à Juliane, elle n'arrête pas de me casser les oreilles avec ça, casser le bicycle pour continuer à faire du chemin. Pour avoir une trottinette électrique, je suis vraiment pas certain. Un bon vélo, bien avant d'avoir une trottinette électrique. Je veux qu'on parle de la route verte. 30 ans de la route verte, c'est assez extraordinaire tout ça. C'est le plus grand réseau cyclable en Amérique du Nord. C'est 5300 km à travers 17 régions. C'est énorme. Ça fait 30 ans. Je veux que tu m'en parles. Bien, l'idée de la route verte, c'est une idée folle. Les gens chez Vélo-Québec, dans les années 90, ont profité d'une occasion. Le gouvernement du Québec cherchait des projets pour le tournant du millénaire. Puis ils ont dit, on va faire un grand réseau cyclable, on va rejoindre toutes les régions du Québec. Donc déjà, il y avait la Véloroute des Bleuets au Saguenay, le Petit Train du Nord. Il y avait déjà des choses qui existaient. Donc il a fallu fédérer ces gens-là, les amener ensemble. Donc, en termes de projet collectif, là, c'est titanesque parce qu'aujourd'hui, la route verte, c'est 200 gestionnaires partout au Québec. C'est un projet qui est partout sur le territoire, soutenu financièrement par le gouvernement du Québec, soutenu par l'expertise technique de Vélo-Québec, mais ça reste un projet collectif. Donc ça, c'est très, très spécial. Et la route verte, c'est aussi, j'ai envie de dire, la colonne vertébrale
la mobilité active au Québec. Je sais pas moi, à Victoriaville, réseau cyclable, ben, c'est structuré autour de la route verte dans la ville, puis les municipalités commencent à développer ça. Même ici à Saint-Jean, la route verte va passer sur la bande du canal, puis va partir à Iberville. Ça s'est structuré, est venu se porter d'autres axes. Et Montérégie, Canton de l'Est se sont associés, ils sont venus créer un produit qui est sur la route verte, qui s'appelle la véloroute gourmande, là, dans le fond, qui utilise la route verte, mais là où il y a des hébergements, des attraits, qui met en valeur l'offre gourmande de la région. Puis l'idée, c'est d'attirer des touristes. Puis il y a 2 ans, bien, ça a été mentionné dans le New York Times, en fait. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, autant comme projet collectif, mais aussi un moteur de tourisme durable puis de vitalité régionale, la route verte joue ce rôle-là de façon très importante. Quel est votre rôle à Vélo-Québec, Jean-François, quand on parle justement de... des fois, il y a des tronçons qui sont pas terminés. Ouais. Des fois, il manque juste quelques même pas 1 kilomètre pour qu'on puisse continuer. Quel est votre rôle là-dedans pour, je ne veux pas dire faire du lobbying un peu, mais pour aider les régions, les municipalités à faire avancer ces dossiers-là? Oui, bien, on fait plus que du lobbying dans le sens que le ministère nous mandate pour faire de l'accompagnement technique pour les municipalités. Donc, en fait, si une municipalité se pose une question, bien, ils vont nous soumettre leur projet, puis on va leur soumettre des propositions de règlement, des recommandations, des avis techniques. Puis on doit aussi faire évoluer le réseau. Là. Les attentes des cyclistes en 1995 n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens vont s'attendre à rouler sur une piste cyclable séparée, ne veulent plus nécessairement rouler sur un accotement asphalté qui est sécuritaire, mais les attentes sont les mêmes. Fait que comment on fait évoluer le réseau? Fait que ça, on aide les gestionnaires. Ouais. À faire évoluer leur réseau à travers de l'expertise technique. Mais tu sais, j'ai envie de dire, c'est les gestionnaires sont aussi des bons clients, puis leur connaissance augmente, en fait. Et puis, c'est beau de voir toute cette évolution-là du réseau, puis la qualité du réseau s'améliorer. Je sais que tu as une question, mais je veux juste rester là-dedans. Là. Tu l'as dit, on rentre en campagne électorale. On est déjà en campagne électorale dans la majorité des villes du Québec. Oui, parce que ceux qui ne sont pas partis sont en retard. Oui, voilà. C'est moi où le vélo, la mobilité durable fait partie de tous les programmes, de tous les partis. Est-ce que les bottines suivent vraiment les babines, Jean-François? Ça, c'est une bonne question. Je sais qu'à Montréal, là, la mairesse a vraiment la réputation d'avoir fait énormément de pistes cyclables et tout. Puis, elle a fait du bon travail, là, c'est clair, mais c'est que 200 km en 7 ans, en fait. Ouais. C'est des bons kilomètres, là, sont importants. Ils étaient durs à faire, tout ça, c'est parfait. Donc, j'ai l'impression que l'espace médiatique, dès que quelqu'un s'intéresse au vélo, va être épinglé, va être peinturé vélo, va être peint vélo, va être dépeint vélo. Et en fait, dans cette situation-là, c'est comme si dès que quelqu'un se positionnait, on allait le mettre sur une espèce de piédestal. Puis à l'opposé, dès que quelqu'un s'oppose aussi, en fait. Ouais, voilà. On a Sam Hamad à Québec, là, dans les dernières semaines, qui a émis des réserves. On sait qu'à Montréal, la candidate a émis des réserves par rapport à la sécurité de certaines pistes. T'sais, franchement, les pistes cyclables sont sécuritaires, ça a été prouvé. On évite des décès à cause de ces pistes-là. Mais je pense que pour gagner, un candidat municipal, que ce soit d'une grande ville ou d'une ville de taille moyenne, il se doit... à l'écoute, là. Il se doit proposer des solutions de mobilité durable. Puis encore une fois, c'est pas que le vélo est meilleur que les autres modes de transport, c'est juste qu'on veut proposer aux gens des choix, en fait. Quand il n'y a pas de choix, c'est moins intéressant. Puis en même temps, au Québec, on s'entend, là, tu peux pas rénover ou faire de la réfection de quelque chose 12 mois par année, comparativement en Floride, je le comprends. Mais souvent, quand ça a mauvaise presse, c'est le timing. N'oubliez pas des choses. L'an dernier, quand ils ont fermé, par exemple, les terrasses pendant le Grand Prix, c'est vrai qu'il y en avait qui étaient excessivement dangereuses. Le problème, c'est qu'ils étaient là depuis quelques semaines déjà, et c'est qu'on décide le jeudi matin du Grand Prix de le fermer, alors que tu aurais peut-être pu laisser passer le week-end. C'est ces timings-là. On va décider de faire une piste cyclable, mais on va fermer, mettons, une promenade où est-ce qu'il y a plein de boutiques, plein de restos, en plein milieu de l'été, pour la faire. Je comprends que tu peux pas la faire en décembre, c'est pas ça que je dis, mais est-ce que des fois, on pourrait juste avoir un meilleur dialogue avec les gens? L'exemple des terrasses pendant le Grand Prix de Formule 1, ça n'a rien à voir avec le vélo, mais c'est un exemple où l'administration municipale a clairement échappé. Puis voilà, c'est ce que je veux dire. Ils ont fait amende honorable. Puis c'est vrai, quand on fait des projets de construction,
sais, tout le monde, les gens ont envie de voir la piste, mais ils veulent pas nécessairement avoir 2 ou 3 ans de travaux. Voilà. En fait. Puis tu sais, dans des endroits comme en France, ils sont capables de faire les travaux beaucoup plus vite. Bien entendu, on a l'hiver ici et tout. Mais je pense qu'on sait quoi faire. Maintenant, les élus municipaux qui vont être bons, ça va être sûr qu'ils vont être capables de le faire mieux, de le faire plus vite, de le faire avec moins d'impact, en fait. Puis je pense qu'on est capable. Sur Saint-Denis, on l'a prouvé, là. Ça a été construit en 6-7 semaines, en fait. Ça a été vite. Il faut pas qu'on perde cette Tu vois, Saint-Denis, tu as capacité-là. tellement raison parce que je l'avais lu dans les journaux, mais on n'a pas entendu parler. Pourquoi on n'a pas entendu parler? Parce que ça s'est fait en 6-7 semaines. Oui, non, mais effectivement. Non, mais l'idée d'être capable de faire les choses bien est tout aussi importante que de proposer des nouvelles affaires, en fait, là. Surtout dans le municipal. Voilà. On s'arrête le temps d'une courte pause. Ça a déjà passé tellement vite. On va y aller avec le deuxième bloc. Je veux qu'on parle, parce que j'ai M. Office Tourisme Montérégie ici, et je veux qu'on parle un peu de mélange des deux, dans le sens de savoir où je m'en vais avec ça, là. Prends ta gastronomie pas très loin. On s'arrête le temps d'une courte pause et on revient avec Jean-François Roux au retour. Bougez pas. Hey, salut tout le monde, Alexandre Baudouin François Trépanier, de Sport Express. Hey Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé, on va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. Nous sommes de retour à Sport Express avec Jean-François Roux. Ton nom, je le connais très bien. C'est ton titre exact que je vais aller Président chercher. directeur général. Voilà, de Vélo Québec. Je te parlais un peu avant de tourisme, de bouffe, de tout ça, de vélo. Ma question n'est pas très compliquée, mais tu vas savoir où je m'en vais avec ça. Dans le sens que il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, tu prenais ton vélo, tu partais, puis tu revenais à la maison, puis la vie était belle. Est-ce que, pas les standards, mais est-ce que les cyclistes ont changé avec le temps? Dans le sens que, moi, je vais en faire du vélo, mais si tu me... Comme on reçoit ta collègue de travail. Amélie. Exactement, avec le guide, dans le sens que je vais le faire, mon 40 km de vélo, mais je vais pouvoir arrêter de prendre un petit gin dans tel Cidrerie, endroit, tiens. une petite cidrerie ailleurs, aller manger une bonne bouffe, du canard laqué à telle autre place et revenir à ma voiture ensuite. Est-ce que les gens ont changé un peu la façon de faire du vélo? Ah bien, certainement, les attentes ont évolué, mais j'ai envie de dire dans le vélo, mais dans l'ensemble de la société. Puis, tu sais, une chose aussi, c'est que les cyclistes, le segment qui est le plus en croissance, c'est les 55 ans et plus. Donc, en fait, c'est des gens avec des sous, avec des moyens, en fait. Donc, les gens vont être à la recherche d'expérience. Puis en vélo, bien, il y a plusieurs types d'expériences. Ça peut être une petite balade à la journée, ça peut être un voyage sur plusieurs jours, ça peut être un vélo de gravel sur des routes, ça peut être du vélo de montagne. Et puis toutes ces expériences-là sont intéressantes. Ouais. Et c'est ce qui fait que le développement du cyclotourisme est si intéressant parce que ça permet d'aller chercher le dollar du tourisme à travers plusieurs types d'activités. Je me rappelle, il y a quelques années, on parlait plus de vélo de route. On dirait que le vélo de route était plus tendance, les gens. Est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce que le vélo de route est vraiment en hausse comparativement à... Et c'est moi aussi, les pneus ont élargi un petit peu aussi. le vélo de Ben, route. les pneus ont certainement élargi, et même au Tour de France, là, en fait, ça roule avec des pneus qui sont beaucoup plus larges qu'avant. Là, on n'est plus dans les petits pneus étroits. Au Québec, là, la qualité de l'asphalte n'est pas top, fait que rouler sur des pneus plus larges, c'est plus confortable. Puis on ne va pas laisser la performance derrière non plus, en fait. Donc, puis de plus en plus, le vélo de gravel, les vélos qui permettent d'aller sur tout type de route vont être vraiment intéressants. Pour revenir à la question sur le vélo de route, je pense que en fait, il y a de plus en plus de véhicules au Québec, les véhicules sont de plus en plus gros. Je pense que les gens ont moins envie de rouler avec des voitures. Donc, ils vont rechercher l'expérience sur les routes de gravel, des routes à l'extérieur, de la circulation. Ils vont aussi rechercher des expériences sur pistes cyclables. Fait qu'en fait, j'ai envie de dire, la diversification fait que le vélo de route est peut-être pas le segment le plus en croissance, mais il y a plein de gens qui roulent en vélo de route au Mont-Royal, Camillien-Wood, il y a plein de gens qui font ça. Puis c'est un sport vraiment intéressant. Là. Donc, il ne faut pas le laisser de côté. Là. J'ai envie de dire qu'il y a plus d'autres pratiques. Quand on était jeune, puis on avait un 10 vitesses, on était hot aussi. oui, là. c'est clair. Je veux que tu nous parles, on en a parlé justement avec Maître Marc-Antoine Desjardins, qui est venu à l'émission que tu connais bien il y a quelques semaines, du partage de la route entre les cyclistes et les voitures. Où vous positionnez là-dedans, Vélo-Québec? Oui. Bien, la notion de partage de la route, là, déjà dans l'expression partage de la route, on comprend ce qu'on veut dire, mais on s'entend... C'est ce qu'on entend. Hein, oui. Mais on s'entend que, entre une voiture puis un vélo ou une voiture puis un piéton, on ne partage pas grand-chose. Dans le sens que la voiture est tellement dominante. Puis moi, j'aime bien rappeler que dans le cas de la sécurité routière, on a le principe de prudence.
plus tu es gros, plus tu as de responsabilités. Donc, une voiture va devoir faire attention au vélo, le vélo va devoir faire attention aux piétons. D'ailleurs, chez Vélo-Québec, on prépare une campagne pour sensibiliser les cyclistes au respect de la priorité piétonne, notamment sur les pistes multifonctionnelles ou sur les rues piétonnes. Donc, quand il y a cohabitation, on veut lancer ce message-là. Puis ce message-là résonne aussi plus largement dans le sens que on veut que le plus gros fasse attention au plus petit, en fait, si je peux me permettre ça. Après, je pense que les comportements s'améliorent au Québec. Il y a une chose que j'aimerais voir s'améliorer, c'est le respect du corridor pour que lorsqu'on dépasse un cycliste, dans le fond, le règlement est simple. Hein, sur une route de plus de 50 km/h, il faut laisser 1,50 m. Si vous n'êtes pas capable de laisser 1,50 m, vous restez derrière le cycliste, vous attendez. Puis on a changé, là, corridor de sécurité sur les autoroutes. Là, tout le monde se tasse maintenant. Mais moi, dans 10 ans, je voudrais que quand il y a un cycliste, tout le monde se tasse pour respecter ça. Fait qu'on progresse. Puis Marc-Antoine sûrement disait qu'on pourrait progresser plus encore. C'est sûr. Non, mais quand même. C'est moi, lorsque je pense au vélo, c'est Yoplait. Tu vas savoir où je m'en vais avec ça. Moi, quand j'étais jeune, c'était Yoplait en rouge et à côté de ça, il y avait le Tour de l'Île. Ouais. Ça fait déjà 40 ans. Ouais. On vieillit, ça n'a pas l'allure. Je vois encore l'image, je vois encore le... C'est 40 ans. Ouais. Est-ce que tu pensais à un moment donné, on oublie la COVID là-dedans, mais tu le sais, là, les gens ont fermé le pont, ça se mettait à chialer, ça se mettait à crier, le vélo, à un moment donné, a eu mauvaise presse pendant plusieurs années. Est-ce que encore aujourd'hui, en 2025, tu es surpris qu'on se soit rendu à 40? En tout cas, je suis content parce que ça fait 4 ans que je travaille chez Vélo-Québec. Donc, avant, je n'avais pas la responsabilité du Tour de l'Île, mais j'adorais y participer. T'sais. Je me rappelle de mon premier en 96, parti de Saint-Jean, aller à Montréal, première fois 67 km de vélo, première fois rouler en grande ville. Je me vois au-dessus de l'autoroute 40 à regarder les infrastructures. Je me rappelle le lendemain dans mon cours de sciences physiques à Polyvalente, comment je me sentais fier. T'sais. Puis, avec le 40e, il y a beaucoup de gens qui parlent de leur expérience, qui parlent de pourquoi ça a été intéressant pour eux, qui font ça de génération en génération. Il y a des gens qui ont été bénévoles. Beaucoup de premiers arrivants, nouveaux arrivants, la première année vont faire du bénévolat dans le cadre du Tour de l'Île parce que c'est une expérience de francisation et trucs. Donc, les histoires des gens. Puis, on a beaucoup fouillé dans les archives. Là. Puis, Michel Labrec, Suzanne Larreau, Joël Sivigny, qui ont été un peu les piliers là, pour placer ça. Puis, moi, ce qui me fascine là, en ayant fouillé dans les archives, c'est comment est-ce que cette affaire-là de fermer 50 km de rue, ça a juste pas rapport, dans le sens que c'est tellement difficile à faire. T'sais, on le fait, puis on continue de le faire, puis on collabore avec la Ville de Montréal. Mais j'aurais aimé ça dans la réunion, le jour où ils ont dit « Hey, on va fermer 50 km de rue à Montréal, puis la police va nous aider. » Puis tout ça, il y avait une vision, il y avait une ambition qui fait qu'aujourd'hui, cet événement-là est très important pour Montréal, mais pour le Québec. Absolument. On a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger pour participer à cet événement-là. Puis, en fait, ça a créé une culture vélo chez les gens. Les gens qui participent au Tour de l'Île nous disent qu'ils font plus de vélo après. Donc, très content de ce 40e-là puis de toute cette histoire-là. Et on le voit surtout avec les Européens, à quel point le vélo est implanté dans leur vie de tous les jours. Raphaël Nadal, pendant l'Omnium de Montréal, lui, il ne gênait pas à prendre le Bixi, puis il n'y a pas de problème, je vais aller faire l'épicerie avec ça. Il est allé faire son IGA en Bixi. Pour lui, c'était normal. Ben oui. Est-ce que tu vois une différence? Je sais qu'encore là, c'est pas toi, Bixi, tout ça, tu nous l'avais déjà dit, mais est-ce que tu vois que de plus en plus les Montréalais ou même les touristes s'intéressent à l'industrie du vélo? Bixi, l'an dernier, 13 millions de déplacements. Okay. En termes de contacts de cartes de crédit étrangères de l'extérieur du pays, 700 000. Wow, c'est énorme. Donc, en fait, quelqu'un qui vient à Montréal en tant que touriste, il va probablement utiliser le Bixi pour se déplacer. À peu près 50 d'Américains, 22 de Français, puis ensuite, c'est tous les autres pays. Donc, c'est un peu relié. Fait que non seulement dans l'image de marque de Tourisme Montréal, il y a tout le temps un vélo, mais aussi dans l'expérience du touriste, être capable de se déplacer à vélo, c'est fantastique. Puis quand j'avais été à Berlin... ça se dit bien dans une conversation. Oui, je sais, je fais souvent des affaires de même, moi. Mais quand j'étais à Berlin pour rencontrer l'Office de tourisme là-bas, le truc qui marchait le plus sur leur site, c'est les balades à vélo, en fait. La balade du mur de Berlin, la balade des microbrasseries, la balade... Fait que, tu sais, le vélo, c'est pas une fin en soi, c'est un outil de découverte. Puis c'est ça qui est fantastique.
À quoi doit-on s'attendre cette année? Avez-vous préparé quelques surprises pour le 40e? Peux-tu nous en dire un peu? Bien, en fait, on va être dans l'esprit de où on était il y a 40 ans, c'est-à-dire dans un thème musical des années 80. OK. Donc, il y aura de la musique, de l'animation. L'idée, c'est de faire un clin d'œil là, à cette époque-là qui était festive. On invite les gens à venir costumés. À ce point-là? ben oui, en fait, c'est une belle fête. Là, On attend combien de cyclistes, Jean-François? Ben, tu sais, c'est toujours... là, on est en vente, là, mais c'est toujours 15, 17, 18, 20 000 là, dans le les Centre dernières Bell années. au complet va être... Le Centre Bell C'est incroyable au complet, quand même. c'est clair. Ouais. Avant de terminer, parce qu'il reste 7 minutes, puis j'ai l'impression qu'on va pouvoir surfer là-dessus, parce que encore là, ça vient nous rejoindre ici en Montérégie. Tu es le président d'honneur de la classique cycliste du Lac Champlain. C'est 25, 55, 65 ou 115 km. Ouais. Parle-nous-en. C'est assez extraordinaire. Et Dieu sait que, d'abord, c'est magnifique. Trésor caché, Venise en Québec. Là. Bien, vraiment, en fait, premièrement, je pense que l'an dernier, vous avez reçu Michel Lavigne qui a parlé de l'événement. Ouais. C'est un événement incroyable parce que c'est un événement qui est porté par la communauté. Ouais. Il doit y avoir 200 bénévoles pour un nombre de participants là, qui est... Tu sais, c'est pas... le ratio, là, Tour de l'île, c'est 1 pour 20. À la claque, c'est pas 1 pour 20. Là. Il y a beaucoup de bénévoles. Fait que l'ambiance est fantastique. Les gens sont contents. Ils se préparent. C'est aussi des paysages incroyables sur le bord du lac, mais aussi dans les terres. Tu sais, quand on est le long du lac Champlain, c'est magnifique. Mais ensuite, quand on va vers Bedford, tu sais, c'est vraiment super aussi. Puis on peut aller de l'autre côté. Tu sais, puis ils ont innové cette année là, avec des parcours. Ça commence à 25 puis ça va jusqu'à 115. Puis cette idée-là de rendre ça accessible dans l'organisation. Là, si vous n'avez jamais participé à un événement de vélo avant, puis si vous êtes un peu intimidé, là, c'est probablement l'événement parfait. Parce qu'en fait, on arrive, c'est bien encadré, on nous dit quoi faire, il y a des gens partout, il n'y a pas trop de voitures. Puis on fait la première partie de la boucle le matin. On est accueilli avec un super lunch. Le midi, les bénévoles sont là. Puis l'après-midi, si on veut, on va faire la deuxième partie. Puis l'histoire de cet événement-là est aussi fantastique. Là, donc, moi, j'invite tout le monde à participer. Tu joues bien ton rôle de président d'honneur. Ma question était par rapport à ça. On le sait, tu es très sollicité. Tu ne pourrais pas te permettre d'être président d'honneur de chacune des classiques de vélo qui se tiennent à travers le Québec. Pourquoi accepter ce mandat-là? Oui. Bien, au début, en fait, l'idée, là, c'était de ramasser des fonds pour investir dans les infrastructures cyclables. En fait que ça, c'était un peu l'idée de l'événement. Ça a un petit peu évolué. Mais là, principalement parce que c'est le fun. En fait, tu sais, moi, j'adore ça. C'est la semaine après le Tour de l'île. Fait que c'est comme des vacances pour moi. J'aime ça rouler, aller à cet endroit, tu sais, rouler avec la gang là-bas. Là, Ah non, mais 100%, tu sais. Puis on fait un petit truc pour la radio, puis on parle avec le monde. Mais c'est vraiment super. C'est vraiment un événement là, magnifique. Moi, je vous invite vraiment. J'invite tout le monde à venir. Absolument. On est dans la clientèle cible ici dans la région également, alors on invite les gens. Je veux qu'on revienne aux événements de Vélo Québec, Jean-François. On parlait du Tour de l'île, mais il y en a d'autres. On parlait ici en Montérégie. Il y a la petite aventure qui va être cette année. Cette année, la Défi métropolitain. On va y aller en ordre chronologique. Défi métropolitain, 25 mai. On part de Brossard. On va descendre vers Saint-Rémy, en fait, entre 70 km et 150, là, en fonction des parcours. Là, c'est un événement qui est plus de type défi, là, où les gens vont là pour rouler. On ne s'adresse pas aux familles. En fait, il y a des enfants qui participent, mais c'est vraiment pour rouler de la distance. Okay. Par contre, pour la petite aventure qui est dans la région d'Actonville, du 28 au 31 juin, ça, c'est vraiment initiation. 100% famille, donc des parcours entre 30 et 80 km par jour en fonction de ce que vous voulez. Le camping est organisé, les jeux gonflables sont organisés, les activités sont organisées. Fait que c'est comme un tout inclus où la seule chose qui n'est pas incluse, c'est le fait que vous devez pédaler un peu. Puis si jamais ça ne vous tente plus de pédaler, il y a un autobus pour vous ramasser. En fait, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Vous avez un problème mécanique, quelqu'un s'occupe de votre vélo, vous êtes fatigué, vous pouvez monter dans l'autobus. Donc, un tout inclus, la petite aventure. On entend naturellement parler du Tour de l'île depuis les 40 dernières années. On célèbre le 40e anniversaire cette année, mais il y en a un autre qui est arrivé depuis quelques années qui prend de la place de plus en plus. C'est le Tour de nuit. Je veux que tu m'en parles. C'est 21 km de nuit. Ça aussi, c'est hot, là. Ce qui est vraiment incroyable, c'est comment la vibe du Tour de l'île et du Tour la nuit est différente. C'est deux activités qui se ressemblent, mais parce que le Tour la nuit, c'est la nuit, c'est complètement différent. Donc, la musique, de la lumière... Tu vas aller chercher les couleurs fluorescentes et tout ça. C'était vraiment dans l'ambiance. Mais c'est vraiment festif. Puis tu sais, les enfants adorent participer. Puis tu sais, 6, 7, 8 ans.
tu sais, il faut qu'il fasse, nuit, là, fait que ça commence pas de bonne heure, tu sais. Donc, il pédale à 10h, C'est un happening, 10h30. Ben, c'est quelque chose de vraiment spécial. Puis, j'ai envie de dire, les gens qui participent se sont vraiment appropriés l'événement. Puis c'est d'une intensité puis d'une beauté incroyable. Donc, j'ai envie de dire que c'est des événements qu'il faut absolument vivre une fois dans sa vie, autant le Tour de l'île que le Tour de la nuit. JF, il reste 2 minutes. On comprend que Vélo-Québec, ce n'est pas juste un PDG, tu as une grande équipe. Parle-nous un peu de ton équipe et des différents volets, parce qu'on parlait d'aspect voyage. Vous en organisez également? Oui, bien, Vélo-Québec, c'est effectivement une grande équipe depuis longtemps. Le rôle de PDG, j'ai envie de dire, c'est un privilège. Là, Combien vous êtes d'employés? On est 80 employés à temps plein, puis en été, ça monte pour organiser les événements. Donc, en fait, il y a plein de choses, on fait plein de choses. Cette idée-là, en fait, l'idée de construire, je parlais de la construction de la culture cyclable, mais tu sais, on peut la construire en développant des aménagements, on peut la construire en développant des événements, en développant des voyages, mais aussi en développant le tourisme, en fait. On a toute une équipe de données, en fait. On a lancé l'Observatoire du vélo, des données pour essayer d'influencer les décideurs, puis peut-être l'élection municipale, d'avoir des données pour prendre des bonnes décisions de politique publique. Fait que toute cette équipe-là travaille ensemble, avec le but comme objectif de développer la culture du vélo. Puis c'est intéressant parce que c'est des gens passionnés, c'est des gens engagés qui amènent ça plus loin, qui mettent tout leur cœur, toute leur énergie. Donc, c'est pas vraiment un travail. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un privilège là, pour moi d'être dans une organisation comme celle-là. Rapidement, il reste 1 minute. Parle-nous de l'aspect voyage que vous organisez. Oui. Depuis toujours, l'idée, c'était, au départ, on a fait le tour de l'île pour faire pédaler les gens en ville. On a fait le grand tour pour faire pédaler les gens au Québec. Mais pourquoi on n'aiderait pas les gens à voyager à l'extérieur, en fait? Et donc, historiquement, Vélo-Québec organisait des voyages pour aller découvrir l'Europe. Puis l'idée, c'était de donner la confiance aux gens. Puis ensuite, les gens peuvent voyager à vélo. Aujourd'hui, le rôle de l'agence de voyage, c'est beaucoup retourné vers le Québec en voulant développer des voyages pour les Québécois au Québec. On aime ça. Donc, c'est le fun d'aller pédaler à Berlin, mais pédale dans la région métropolitaine aussi. Oui, c'est ça. Puis cette idée-là d'amener des gens, d'amener des étrangers pour qu'ils dépensent leur argent ici, c'est un peu notre objectif. Un gros merci, honnêtement. Merci. On avait des questions parce que on avait des questions. On voulait juste pas oublier certains éléments, mais vélomoteur, on pourrait dire ça. C'est bien dit, ça. C'est quand même Jean-François Roux. Toujours très intéressant. Le vélomoteur. Ouais. On l'avait dit l'année passée, ça doit se devenir un rendez-vous annuel, la rencontre avec Jean-François. Il reste 10 secondes, puis on ne peut pas déborder, là, mais merci. Puis on se souhaite du soleil cet été. Merci à vous autres. Bon été. Faire du vélo. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, le mot de la fin. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, il y avait du bingo. Écoutez, encore 4 500 $ en bourse. On fait d'argent, ça. On fait bien des jokes, nous autres, à Sport Express, mais jamais sur le bingo parce que, honnêtement, c'est très important. Merci d'être présente comme ça à chaque semaine. Absolument. C'est fort apprécié. Alors, je l'ai dit, 4 500 $ au total. Marie-Chantal Savoie, Jean-Guy Quévillon, Amélie Lavallée, Chantal Lacoste, Annette Côté, José Racicot, Ginette Perron, Dominique Guimont et Kyle Larson. Non, là, on parle Kyle de NASCAR. Larson, c'est au NASCAR. Il me semblait aussi. Je viens de dire en plus que je faisais jamais de joke. J'étais là, avons-nous un Kyle Larson dans la Kyle région? ne joue pas au bingo. C'est trop compliqué pour lui. Parce que vous le savez, à NASCAR, la minute que tu sais virer à gauche, t'es correct. Alors que là, au bingo, des fois, tu peux aller un peu partout. Il y en a qui jouent à plusieurs cartes, que Alain disait. T'as raison. Oui. Alors, un NASCAR ne pourrait pas faire ça. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.